Donc maintenant, on va regarder un tableau rapide. Ici, je mets le cardinal du corps, Q. Ici, je mets le cardinal de PGL2 de FQ. Donc, je rappelle que PGL2 de FQ s'injecte dans SQ plus 1. Là, je rappelle qui est le groupe SQ plus 1. Et ensuite, j'en déduis une caractérisation de im de phi dans le groupe SQ plus 1. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de voir? Pour Q égale 2, le cardinal c'est 6. Ici, on a S3. Et donc, on a un sous-groupe d'ordre 6 dans S3. Donc, c'est S3, forcément. Voilà, c'est simple. Pareil pour 3. On a trouvé 24, S4 et im de phi, c'est S4. Ce qui veut dire qu'on peut permuter exactement comme on veut. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour Q égale 4? Q égale 4, c'est possible. Hein, F4 est un corps qui existe. Et bien dans ce cas-là, on va calculer le cardinal de PGL2 de FQ, ça fait 4 au carré moins 1, facteur de 4 au carré moins 4 sur 4 moins 1, et voilà, quoi, on va trouver 15 sur 3, ça fait 5, 5 fois 12, ça fait 60. Donc on a un sous-groupe d'ordre 60 dans S5. Eh bien, on sait que si G est d'indice 2 dans Sn, c'est un sous-groupe d'indice 2 dans Sn, alors G est forcément isomorphe à An. Donc ce qui veut dire que ici, le im de phi sera A5. Ce qui veut dire que pour F4, quand on va vouloir permuter, on ne peut pas faire n'importe quelle permutation. Hein, les transpositions, par exemple, sont interdites. Et toutes les permutations, en général, de signature impaire, on ne va pas pouvoir se permettre ça. En revanche, dès que la signature est paire, alors on va avoir un élément de GL2E unique modulo homothétie qui va nous assurer cette permutation. Alors maintenant, pour Q égale 5, on va regarder le cardinal ici, ça fait 5 au carré moins 1, facteur de 5 au carré moins 5 sur 4, ça fait 6 fois 20, ça fait 120. Donc ici, on a 120, mais dans un groupe de cardinal factoriel 6. Factoriel 6, ça fait 720. Ça veut dire que lui, il est d'indice 6 dans S6. Eh bien, il y a un théorème qui nous affirme que ce groupe est isomorphe à S5. Alors, on en parlera un petit peu plus tard, mais déjà, pour l'instant, pourquoi c'est isomorphe à S5? Eh bien, pour la raison suivante. On a un théorème qui dit que si G est d'indice n dans Sn, alors G est isomorphe à Sn-1, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Im de phi est isomorphe à PGL2 de FQ, par le théorème d'isomorphisme canonique, et donc il est d'ordre 120 dans S6, donc d'indice 6 dans S6, et donc ça va bien être un sous-groupe isomorphe à S5. Bon. Alors, essayons de dire des choses sur ces théorèmes. D'abord, le premier théorème, il est facile. Hein, ça, tout le monde doit savoir le faire. Si G est d'indice 2 dans Sn, il est distingué. Ça, on le sait. Donc, on a une surjection canonique de Sn dans Sn quotientée par G. C'est une surjection, c'est un morphisme de groupe. Hein, ça, c'est un groupe. Et comme il est d'indice 2, ce groupe, c'est un groupe d'ordre 2, et donc c'est forcément isomorphe à 1 moins 1. Donc, pi, moralement, c'est un morphisme de groupe qui va de Sn dans 1 moins 1, et qui plus est surjectif. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la surjection canonique. Donc, on sait que c'est unique, on sait qu'il existe un unique morphisme comme ça, c'est epsilon, la signature. Voilà. Donc, ce qui veut dire que G, qui est le noyau de pi, par définition, devient le noyau d'epsilon, mais le noyau d'epsilon, c'est An, donc G, c'est... Bon, alors là, j'ai dit isomorphe à An, je devrais dire égal à N, il y a unicité, quoi. Hein. Il n'y a qu'un seul sous-groupe, c'est pas à isomorphisme près. Là, c'est à isomorphisme près, hein, mais là, il n'y a qu'un seul sous-groupe comme ça. Voilà. Ensuite, l'autre théorème, un peu plus délicat, si on fait le développement, il faut savoir le faire, c'est sur celui-ci qu'il faut insister. Si G est d'indice n dans Sn, alors G est isomorphe à Sn-1. Alors on va le faire pour n supérieur à ou égal à 5, parce que c'est plus pratique, et ici on n'en a besoin que pour n égale 6. Donc autant le faire pour n supérieur à 5, parce qu'on sait que dans ce cas-là, Sn est presque simple. En fait, il contient un énorme
sous-groupe qui est AN, qui lui est simple. Donc ça va être difficile d'avoir des sous-groupes distingués là-dedans. Alors allons-y pour la preuve. Sn, on part de l'action de Sn sur l'ensemble des classes Sn modulo G. Attention, cette fois-ci, G n'est plus distingué comme ici, c'est juste un sous-groupe. Donc ça, c'est juste un ensemble muni d'une action, hein, du grand groupe, là, Sn. Alors comment ça agit? C'est simple, hein. On a des classes ici, à gauche, on a tau G, voilà une classe, et sigma, il agit sur tau G par sigma tau G. Bon, il est évident que cette action est transitive. Alors on peut se demander pourquoi je suis en train de faire ça. Mais regardez la logique. Hein. La logique, c'est que mon seul indice dans cette histoire, et c'est le cas de le dire, c'est l'indice, c'est que G est d'indice n, hein, dans Sn. Donc comment exprimer l'indice n sinon par un ensemble? Comment réaliser cet indice qui est juste un nombre? Le pauvre, c'est juste un nombre, il fait ce qu'il peut. Hein. Mais par contre, il peut être réalisé par un ensemble. Et cet ensemble naturel, c'est l'ensemble des classes. C'est Sn sur G qui, lui, est de cardinal n. Et qu'est-ce qu'on a comme indice sur cet ensemble? Ce n'est qu'un ensemble. Pour l'instant, il a quoi comme atout? C'est pas un groupe. On n'est pas dans cette situation où là, on avait des morphismes de groupe et tout. Ici, c'est juste un ensemble, mais attention, muni d'une action de groupe. Et ça, c'est pas n'importe quoi. Hein. Donc, le max de la structure qu'on peut lui trouver, c'est cette action. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est logique que cet énoncé implique ce point de départ de la preuve. Bon, Sn donc agit là-dessus, l'action est transitive, et l'action, elle est fidèle. Alors, c'est-à-dire que le noyau de l'action, c'est juste le sous-groupe trivial. Pourquoi? Parce que, étant donné que n est supérieur ou égal à 5, les noyaux possibles, c'est des sous-groupes distingués de Sn, mais il n'y en a pas pléthore. Il y a E, dans ce cas-là c'est bien fidèle, il y a AN ou Sn. Si c'est Sn, le noyau c'est Sn, ça veut dire que l'action, elle est triviale. Hein, elle fixe tout. Oui, dans ce cas-là, c'est pas possible que ce soit transitif. Bon. Maintenant, si c'est AN, ça fixe pas tout, mais presque. C'est-à-dire que l'action, ça va agir par involution. D'accord? Quand on va passer au quotient du noyau, ça va faire Sn sur AN, quotienté par AN, et donc c'est le groupe 1-1. Donc finalement, c'est le groupe 1-1 qui agit, hein, donc il agit par involution. Donc ça veut dire que les orbites sont de cardinal 1 ou 2. Bon, c'est pas possible, parce que là il n'y a qu'une seule orbite qui est de cardinal n. Donc ici, ça ne peut être que E par élimination. Voilà. Donc, on a une action fidèle. Ce qui veut dire, regardez, que Sn s'injecte dans les permutations de cet ensemble-là, qui est d'ordre n. D'ailleurs, ça fait un isomorphisme entre Sn et Sn. C'est assez amusant, hein, au passage. Mais on ne va pas s'intéresser à cet isomorphisme, on va regarder juste G, parce que c'est G qui nous intéresse, c'est lui. Eh bien, G va aussi, puisqu'il est dans Sn, il va s'injecter là-dedans. Alors, regardons cette injection dans Sn. Eh bien, on remarque que dans l'action, ici, il y a une classe, il y a la classe de E. Si vous prenez E bar, donc c'est EG, ça fait G. Et donc, quand on prend sigma dans G, l'action de G sur E bar, là, ça va faire sigma G, mais comme sigma est dans G, ça fait G. Ce qui veut dire, moralité, que G stabilise E bar. Il le fixe. Donc, ça veut dire que G s'envoie dans Sn, bien sûr, mais dans le stabilisateur d'un élément. D'accord? Il y a un élément là-dedans qui stabilise. Et le stabilisateur d'un élément, c'est le sous-groupe de Sn qui stabilise un élément. Tout le monde se convaincra que c'est isomorphe à Sn-1. Donc G s'injecte dans le stabilisateur via cette action qui est fidèle, et ce stabilisateur est isomorphe à Sn-1. Ok, comme il est isomorphe à Sn-1, ça veut dire qu'on a un morphisme injectif de G dans Sn-1. Mais comme G est de cardinal, par hypothèse, factoriel n divisé par n, donc factoriel n-1, on a égalité des cardinaux, et donc c'est un isomorphisme. Voilà, donc on a rempli
le tableau. Il ne reste plus qu'à faire quand même un petit épilogue. Alors d'abord, dans la lettre testamentaire de Galois, Galois dit qu'il arrive à faire baisser le degré de son équation. En fait, ça correspond à des équations et ceci correspond à faire baisser le degré. Et il dit qu'il a démontré, il n'a pas le temps de le faire, que c'est encore faisable pour P égale 7 et P égale 11. Voilà. Ensuite, donc ça c'est Galois. Ensuite, il y a des gens comme Dieudonné au XXe siècle, comme Serre, Jean-Pierre Serre, qui ont écrit des petits articles qui reprennent tout ceci. Mais eux, ils n'ont pas le même intérêt tout à fait que Galois, quoique. L'intérêt est ici au XXe siècle dans les isomorphismes exceptionnels, parce qu'on a fait la classification des groupes simples, et dans la classification des groupes simples, on a des colonnes, comme les groupes qui proviennent de la combinatoire, comme voilà, bon, en tout cas c'est le groupe AN, n différent de 4, les groupes qui proviennent les groupes simples finis, hein. J'ai pas dit fini, j'aurais dû le dire. Les groupes simples qui viennent du linéaire, donc P, alors GL n'est pas simple, il y a un noyau, PGL n'est pas encore simple, mais en général, mais PSL de E est simple, presque toujours. Il y a deux exceptions. Et on a un groupe simple, ici, et on peut se demander, alors dans la classification des groupes simples, il y a d'autres colonnes. Hein, il y a une colonne qui correspond aux groupes orthogonaux, aux groupes symplectiques, et puis après il y a des colonnes style exceptionnel, et on verra un jour si ça se réalise dans une certaine géométrie, et il y en a beaucoup qui se réalisent comme le monstre, qui se réalisent dans des géométries qu'on arrive à peu près à comprendre. Bien. Maintenant, là on dit isomorphisme exceptionnel, on dit parfois isomorphie exceptionnelle, c'est qu'il y a des colonnes où on va trouver les mêmes groupes, des groupes qui sont exceptionnellement isomorphes alors qu'ils ne devraient pas l'être dans la série. Donc la série, la colonne A3, A5, A6, A7, A8, etc., etc., on va la retrouver dans la colonne, on va dire, combinatoire, mais exceptionnellement, A5 va se retrouver aussi dans la colonne du linéaire, des PSLN de FQ. Voilà. Donc ça a été un intérêt, une fois faite cette classification, voir s'il n'y avait pas des doublons dans la classification des groupes simples. Fini. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, encore une chose. Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. On a ici S5. Mais regardez, PGL2 de FQ, il agit transitivement. Donc on a 6 droites. Hein, on est sur F5 et puis on va avoir 6 droites. Hein, comme ça, tac, 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 tac. Et il est hors de question que GL2 de FQ stabilise une droite. Non, il peut envoyer, il agit transitivement sur les droites. Ce qui veut dire qu'on a un sous-groupe du groupe des permutations S6, qui agit là sur les 6 droites, hein, c'est S6, mais bon, on peut imaginer que c'est 6 droites, les 6 éléments, et on a un sous-groupe de S6, j'ai nommé in de phi, donc l'action finalement de GL2 de FQ sur les 6 droites, qui agit transitivement sur les 6 éléments et qui est isomorphe à S5. Alors ça, c'est quand même assez incroyable, parce que S5, quand j'imagine un S5 dans S6, j'imagine le stabilisateur d'un élément. Mais là, il se trouve que exceptionnellement, on a un deuxième niveau d'exceptionnalité, c'est que l'action de GL2, le sous-groupe ici, arrive à être isomorphe à S5 sans être le stabilisateur d'un élément, puisqu'il agit transitivement sur les 6 droites. Donc ça, c'est quelque chose de complètement exceptionnel. 6 est un nombre à noter dans les nombres de la métaphysique, puisque dans l'univers, c'est le seul nombre, n, tel que Sn, possède
ce qu'on appelle un automorphisme extérieur. C'est-à-dire un automorphisme qui n'est pas intérieur, qui n'est pas de la forme sigma donne tau, sigma, tau moins 1. Ce qui fait qu'en fait, on peut trouver, par permutation, des sous-groupes comme ceci, qui sont totalement exotiques, mais c'est uniquement dans S6. Si vous avez un sous-groupe d'indice n dans Sn, alors vous aurez toujours G isomorphe à Sn-1, et si n est différent de 6, ce sera toujours un sous-groupe qui sera le fixateur, le stabilisateur d'un élément. Ça me sert à rien. Sauf si je dois compter jusqu'à 5. Bref, s'il y a des extraterrestres, ils savent comme nous l'importance du nombre 6, et on ne sait jamais, ça peut servir. 6